C'est le petit matin. Je rentre enfin, épuisé et inquiet. Clara m'attend dans le lit bulle, apeurée. Son visage, jusqu'alors dissimulé par la pénombre, s'illumine à mon approche. Je la rejoins et la prends dans mes bras pour la réconforter. Je la serre tout contre moi. Puis, elle m'inspecte de tous les côtés, à la recherche d'une blessure. Elle ne tarde pas à remarquer la trace sur mon épaule, une fine cicatrice, souvenir de ma rencontre avec le tigre. Elle passe son doigt sur le trait qui s'est formé. Je lui dis « T'inquiète pas, je vais bien. » Mais ça ne va pas durer. J'ai récupéré des fichiers très particuliers, des fichiers sensibles. J'ai dû fuir devant une démonstration de force que je n'avais encore jamais vue. Il me faut savoir quelles sont ces informations découvertes dans la banque d'État. Son visage sombre instantanément dans une angoisse quasi palpable. Elle m'interroge d'un regard effrayé. Je réagis. Ça concerne l'État, on dirait. J'ignore pourquoi ce dossier se trouvait là-bas. En tout cas, j'en ai fait une copie. Mais Nathan, tu vas être activement recherché. Qu'est-ce qui va se passer? L'émotion et la colère altèrent son beau regard. Je reviens auprès d'elle et la prends par les épaules. Calme-toi, cet après-midi j'ai rendez-vous avec Caligan. Il me paiera et ensuite on avisera. Il faut déjà savoir ce qui se trouve dans ces fichiers. Je quitte de nouveau le lit bulle et m'empare du microdisque que j'avais mis en lieu sûr. Je l'insère dans mon torse et ferme les yeux. J'ai besoin de me concentrer. J'ordonne mentalement la transmission des données jusqu'à mon cortex visuel. Presque instantanément, une longue liste de documents apparaît dans mon champ de vision. Clara m'a rejoint. Je lui transmets télépathiquement la teneur des documents. Beaucoup concernent les principaux partis politiques et s'attachent à récapituler leur historique, de leur création à leur agissement actuel. D'autres s'intéressent plus particulièrement aux organigrammes de ces mouvements et à leurs dirigeants. Un titre attire cependant mon attention. Conférence de Denver, discours de constitution d'un front politique pour l'annihilation d'Africa. Qu'est-ce que c'est? Clara semble aussi surprise que moi. Réunion de l'île de Jekyll, le 22 novembre 2110. Durant 2 jours, une assemblée secrète, composée des principaux financiers de notre planète, a discuté et s'est entretenue sur les directions à donner à l'économie mondiale dans le but de servir leur intérêt commun. La liste des participants est tenue secrète. Aucun renseignement ne peut filtrer. Allocation du président de la Commission monétaire internationale, M. Noam Chomsky. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, en août de cette année, le président Sonny Matsushita, gouverneur d'Epoxia, a lancé le programme de cybernétique universelle. Cet important dispositif répondait à un double objectif: faciliter l'instauration de la paix sociale sur le territoire et donner un nouvel essor aux activités économiques en créant à Epoxia une puissante industrie de la transplantation moléculaire. La réussite de ce programme ambitieux repose en grande partie sur la capacité d'Epoxia à exporter cette technologie vers ses partenaires internationaux. Des accords commerciaux ont pu être conclus avec le gouvernement du Gruil concernant l'exportation de la technologie, des équipements et des personnels humains afférents. Mais malgré les différentes tractations engagées entre nos ambassades et celles d'Africa, dites les terres anciennes, ont refusé catégoriquement de s'associer à ce programme en mettant en avant son absence de fondement humaniste. Cet argument est parfaitement irrecevable à ce jour. L'exemple d'un des 3 blocs refusant ce programme apparaît détestable en termes de popularité. En effet, il risquerait de faire échouer sa réalisation dans les 2 autres blocs. En conséquence, il convient de prendre une décision majeure, à savoir la disparition fictive d'Africa. Généralement, nos process de modélisation sociale suffisent. Voici le rappel des stratégies et techniques couramment employées. Tout d'abord, la stratégie de diversion, un élément primordial du contrôle social.
La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite loin des véritables problèmes sociaux, captivés par des sujets sans importance réelle. Deuxièmement, créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur des lois de sécurité au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter, comme un mal nécessaire, le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Troisième stratégie, la stratégie du dégradé. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant le siècle dernier. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent. Autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Quatrièmement, la stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse le temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Cinquièmement, la stratégie dite de s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Sixièmement, la stratégie de faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. Septièmement, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre façon, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible pour les classes inférieures. Huitièmement, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Il faut l'encourager et trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte.
Neuvièmement, remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. Dixièmement, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biotechnologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. La plupart du temps, l'exercice de ces 10 principes est suffisant. Mais, en ce qui concerne le programme de cybernétique universelle, nos propositions complémentaires sont les suivantes. Tout d'abord, informer les populations d'Hypoxia et du Gruil qu'une violente guerre interne au continent africain vient d'éclater. Celle-ci, purement imaginaire, pourra trouver sa cause dans des querelles territoriales. Après quelques mois de combat, le conflit se durcira et aboutira à des frappes nucléaires à Africa. Ceci afin de déclarer la zone contaminée, n'autorisant plus aucune vie humaine ou végétale. Deuxièmement, parallèlement, nos frontières devront être renforcées sous prétexte de sécurité nationale. Ce repli identitaire permettra également d'éviter toute intrusion d'indésirables dans les terres dites anciennes. Et enfin, troisièmement, en ultime garant de notre réussite, nous utiliserons les fonctions de manipulation neurologique implantées chez nos citoyens de base. Ainsi, sera préservé le secret de sa situation réelle. Il nous apparaît indispensable de prendre de telles mesures, aussi radicales soient-elles. Le succès du programme de cybernétique universelle en dépend. Et nous ne pouvons tolérer un quelconque contre-exemple. C'est pourquoi je vous demande d'entériner maintenant ces propositions par votre vote. Le fichier s'arrête là. Je m'effondre de stupeur, totalement abasourdi par l'ampleur du mensonge. Nous sommes anéantis. Nous réalisons que nous ne sommes que des pantins stupides, des marionnettes inconscientes d'avoir été manipulées si simplement.